L'heure est grave. Tout homme digne de ce nom doit aujourd'hui agir, doit se défendre de rester inactif au milieu de la plus formidable conflagration que l'histoire ait jamais pu enregistrer. Toute hésitation serait un crime. Point de parole, donc des actes. Des étrangers, amis de la France, qui pendant leur séjour en France ont appris à l'aimer et à la chérir comme une seconde patrie, sentent le besoin impérieux de lui offrir leurs bras. Intellectuels, étudiants, ouvriers, hommes valides, de toutes sortes, nés ailleurs, domiciliés ici, nous qui avons trouvé en France la nourriture matérielle, groupons-nous en faisceaux solides de volonté, mise au service de la plus grande France. Cet appel, lancé le 29 juillet 1914, a été rédigé par des intellectuels étrangers, parmi lesquels Blaise Cendrars, pour venir au secours de leur patrie d'adoption en danger. Devenue mondiale, la Grande Guerre mobilisera des millions d'hommes, de femmes et d'enfants de tout pays, de toutes couleurs, de toute religion. Les images tournées par la section cinématographique des armées restituent le visage de ces combattants, pour la plupart oubliés, qui, ensemble, ont contribué à la victoire de la France et des démocraties. Au début du XXe siècle, le géant américain émerge sur la scène mondiale à l'égal des grandes puissances européennes allemandes, anglaises et françaises. Essor industriel spectaculaire, progrès économiques et sociaux, mouvement des idées, faste de la belle époque, masquent cependant à peine la féroce compétition à laquelle se livrent les nations. Concurrence en Europe d'abord, accentuée par le déclin des vieux empires austro-hongrois, russes et turcs. Rivalité sur les grandes routes maritimes du globe et outre-mer dans la course aux colonies, en particulier en Afrique et en Asie. Cette compétition commerciale et ses ambitions territoriales nourrissent une surenchère dans les discours nationalistes. Elle pousse à un repli autour des identités nationales qui placent les armées au cœur des nations, comme en Allemagne et en France. Elle suscite également une course aux armements qu'encouragent les perfectionnements incessants des moyens de destruction. Un fragile jeu d'alliances lie au sein de la Triple Entente Français, Russes et Anglais, tandis qu'une triplice ou triple alliance unit Allemands, Austro-Hongrois et Italiens. Fondés sur une réciprocité du soutien militaire en cas de conflit, ces accords diplomatiques sont lourds de conséquences lors de tensions graves, car ils laissent peu de marge à la négociation dans une Europe qui est comparée à une poudrière. Certes, la France entretient un vieux contentieux avec l'Allemagne depuis la guerre de 1870 et la perte de l'Alsace-Lorraine, mais des compensations diverses, en particulier aux colonies, semblent avoir apaisé pour un temps les rancœurs. En fait, c'est dans les obscurs Balkans que la mèche s'allume. Sur les restes de l'Empire turc ottoman, l'homme malade de l'Europe, aux frontières avec l'Autriche-Hongrie, une mosaïque de petits pays multiethniques et de religions diverses s'est reconstituée depuis la fin du XIXe siècle. Roumanie, Serbie, Bulgarie, Albanie, Grèce, Monténégro forment autant d'États qui entendent bien se libérer de toute tutelle et agrandir leur territoire. Des ambitions qui les dressent rapidement les uns contre les autres et surtout contre leurs puissants voisins autrichiens et turcs.
Le projet de Grande Serbie porte la crise à son paroxysme. L'Allemagne encourageant l'Autriche à la plus grande fermeté face à la Serbie, tandis que la Russie rêve, elle, de fédérer les peuples de confession orthodoxe des Balkans et d'accéder ainsi à la Méditerranée. Deux guerres menées en 1912 et en 1913 pour le partage de la Macédoine radicalisent les positions des uns et des autres. Le 28 juin 1914, un activiste serbe assassine l'archiduc autrichien François Ferdinand, héritier du trône impérial, en visite à Sarajevo. Le lieu est emblématique, car c'est la capitale de la province de Bosnie, récemment annexée par les Autrichiens, mais que revendiquent farouchement les Serbes. Dès lors, les événements se précipitent. Le 28 juillet, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie. Le 31 juillet, la Russie mobilise. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, puis le 3 août à la France. Le 5, c'est au tour des Britanniques d'entrer dans le conflit. Le lendemain, l'Autriche-Hongrie se déclare contre la Russie, le 12 août contre la France et l'Angleterre. Bientôt, ce sera au Japon de s'allier aux Franco-Britanniques, tandis qu'en novembre, la Turquie soutiendra l'Allemagne. La Grande Guerre vient de commencer. Avec ses 230 millions de Russes, Français et Britanniques, et sans compter leurs immenses colonies, la Triple Entente peut mobiliser 35 millions de soldats. En face, les empires centraux, Allemagne et Autriche-Hongrie, avec une population estimée à 120 millions d'habitants, alignent quelques 22 millions d'hommes. Mais dans chaque camp, la valeur des troupes et des matériels reste très inégale. Dotée d'une artillerie lourde et d'armes automatiques plus meurtrières, mieux entraînée, l'armée allemande est plus adaptée aux nouvelles conditions technologiques de cette guerre totale. Lors de ses premiers combats, l'armée russe, surnommée le rouleau compresseur, résiste bien à l'offensive autrichienne et réussit même à envahir la Galicie. Mais plus au nord, après quelques succès limités, les troupes du tsar Nicolas II sont écrasées à la fin du mois d'août par les Allemands, à la bataille de Tannenberg. À l'ouest, près de 2,5 millions de soldats prussiens, bavarois, rhénans et sois, qui composent le gros des forces allemandes, se ruent vers Paris. Face à eux, 2 millions de combattants français, britanniques et belges perdent la bataille des frontières, mais parviennent à se rétablir sur la Marne fin septembre. En décembre, après une série de contre-offensives meurtrières, les lignes de front se figent. Chaque camp s'enterre pour longtemps au fond des tranchées afin de tenter d'échapper aux ravages de l'artillerie adverse. À la fin de cette année 1914, et après seulement 6 mois de guerre, plus d'1 million d'hommes sont tués, blessés et disparus, dont 300 000 du seul côté français. La guerre fraîche, courte et joyeuse prévue par certains en août 1914 se révèle chaque jour plus sanglante et s'annonce interminable. Elle mobilise toutes les ressources économiques et humaines. En France, où l'on souffre d'un déficit démographique important par rapport aux voisins allemands, des milliers de volontaires étrangers se sont manifestés pour s'engager. S'enrôlant pour défendre la République, alors modèle universel des droits de l'homme et des libertés, ces engagés font la une des journaux qui écrivent « Pendant que l'Allemagne, par toutes les atrocités qu'elle sème sur sa route, se met d'elle-même au banc de l'humanité, la France voit affluer de tous les points du monde les plus chaudes et les plus actives sympathies. C'est qu'on retrouve en elle de nouveau l'infatigable et généreux champion de toutes les justes causes. Et que partout l'on comprend qu'aujourd'hui, comme toujours, ce n'est pas seulement sa propre existence qu'elle défend,
mais bien le patrimoine de la civilisation universelle. Et de jeunes hommes appartenant à des nationalités différentes viennent se ranger sous son drapeau. En août 1914, plus de 32 000 étrangers représentant près de 52 nationalités, italiens en tête, ont endossé l'uniforme de la célèbre Légion étrangère. Aux colonies, un effort particulier en matières premières et en ressources de toute nature est exigé des populations. Si les troupes dites indigènes de l'armée coloniale et de l'armée d'Afrique ne servent pas de chair à canon, comme une certaine propagande l'a laissé entendre, elles vont jouer un vrai rôle dans le conflit, se battant en première ligne, maintenant en état les voies de communication ou travaillant sur les innombrables sites industriels qui contribuent à la défense nationale. Tirailleurs levés en Afrique noire, à Madagascar, dans le Maghreb, en Indochine, volontaires du Pacifique, des Antilles, seront plus de 600 000 à servir de 1914 à 1918. De son côté, l'armée britannique, composée de troupes de métier, ne peut envoyer dans un premier temps qu'un faible corps expéditionnaire, tout juste 120 000 Tommies. Elle fait donc débarquer dès septembre 1914 4 divisions de l'Indian Army, composées de fantassins et de cavaliers issus de tout le continent indien et appartenant à toutes les castes, toutes les religions et toutes les conditions sociales. Ces 40 000 soldats professionnels, Rajputs, Bengalis, Maraths, Birmans, Gourkhas, Pathans, Sikhs, Baloutches, occupent les plaines et les côtes du nord de la France en même temps qu'ils reçoivent de plein fouet les tirs de l'artillerie et des mitrailleuses ennemies. Au début de 1915, en 3 jours de combat, ils perdent 5000 hommes. Les autres dominions de la couronne britannique n'épargnent pas davantage leur sang. Australiens, Néo-Zélandais, Africains du Sud, Rhodésiens, Jamaïcains, Irlandais, Canadiens fournissent des contingents représentant parfois près de 10% de leur population totale. Parmi les 40 000 volontaires canadiens débarqués en France, 4 000 Indiens des nations premières, Iroquois ou Inuits, subissent en avril 1915 les effets des premiers obus à gaz allemands, qui frappent aussi leurs voisins tirailleurs algériens et marocains. Il faut encore attendre de longs mois pour que des masques de protection leur soient distribués. Sur le front occidental, l'année 1915 est marquée par l'échec de nombreuses offensives qui ont toutes été brisées par la puissance de feu allemande. Certaines attaques coûtent jusqu'à 50% de pertes aux Alliés en tués, blessés et disparus. L'Italie, qui en mai a rompu son alliance et déclaré la guerre aux Allemands et aux Austro-Hongrois, est entraînée dans des opérations confuses, en haute montagne, qui lui coûtent 100 000 morts en quelques semaines. À l'est, les armées russes retraitent en Galicie et en Pologne. À la fin de l'année 1915, elles comptent 4 millions de tués, blessés et disparus. Dans le Caucase, les Russes ont obtenu des gains territoriaux face aux Turcs, mais ceux-ci en ont pris prétexte pour mener le génocide arménien. Au Moyen-Orient, les Britanniques tentent de morceler l'Empire ottoman, en Égypte, en Palestine et en Irak,
où ils veulent mettre la main sur les champs de pétrole. Un autre échec de cette année 1915 est celui de l'opération des Dardanelles. Menée par les Français et les Anglais, elle a pour but de contrôler le détroit du Bosphore. Des milliers de soldats, dont de nombreux tirailleurs africains, des Indiens, des Néo-Zélandais et surtout des Australiens, sont décimés au pied des défenses adverses. Ayant perdu 180 000 hommes, le corps expéditionnaire doit réembarquer et se replie à Salonique, au nord de la Grèce, aux portes de la Macédoine. Se sentant menacée, la Bulgarie se range du côté des Allemands. Désormais encerclée, la petite armée serbe rallie à son tour Salonique après une longue odyssée. Sur le continent africain, de coûteuses expéditions militaires, demeurées largement inconnues de l'opinion publique, sont nécessaires pour réduire une à une les colonies allemandes du Togo, du Cameroun ou de l'Afrique de l'Est. Recrues congolaises de la force publique belge, des bataillons de tirailleurs sénégalais ou de la West African Force britannique sont largement mis à contribution. En février 1916, provisoirement libérée de la pression russe à l'Est, l'armée allemande lance une offensive soigneusement préparée, dont le but est d'enlever Verdun, une des clés du front français, et peut-être ainsi de gagner la guerre. 1 million d'obus tombent en une seule journée sur les forts qui défendent la ville, mais les Français parviennent à résister et des mois durant, ils s'accrochent au terrain bouleversé au prix de centaines de milliers de vies. En juillet, sur la Somme, les Anglais connaissent leur plus lourde perte de toute la guerre. Celle-ci est devenue un ogre insatiable qui dévore hommes, villes, villages, forêts, infrastructures, armes et munitions. Plus que jamais, la France et ses alliés doivent impérativement trouver des bras pour soutenir l'économie et approvisionner les combattants en première ligne. Des dizaines de bataillons de tirailleurs sénégalais et malgaches sont affectés aux travaux des routes sur le front, mais aussi sur les docks, dans les gares ou dans les dépôts de munitions. « 110 000 travailleurs issus d'Algérie, de Tunisie et du Maroc œuvrent dans l'industrie lourde, les fabriques d'armement, les mines ou sur les exploitations agricoles. En 1916, ils sont rejoints par 40 000 travailleurs recrutés en Indochine. Peu confiants dans les qualités militaires des Indochinois, les autorités les désignent en revanche pour les travaux de précision dans l'aéronautique, alors en plein développement, dans le transport ou encore à l'entretien des voies et aux productions maraîchères. En effet, pour nourrir sa population et les millions de combattants, la France a mis en culture la moindre parcelle de terrain et les potagers du château de Versailles sont soigneusement entretenus par les paysans anamites, nom générique dont on désigne alors tous les Vietnamiens. Des milliers d'ouvriers civils, embauchés en Italie, en Espagne, au Portugal, à Malte, côtoient les Égyptiens, les natifs des Bermudes, d'Afrique du Sud, des Fidji. Main-d'œuvre levée sur le continent indien, recrues zoulous et bûcherons canadiens apportent leur savoir-faire particulier à l'effort de guerre.
En 1916, à la suite d'un accord passé entre la France, la Grande-Bretagne et le gouvernement de la République de Chine, près de 140 000 volontaires chinois sont affectés à travers tout l'Hexagone, parfois à proximité immédiate du champ de bataille. Des structures administratives encadrent ces centaines de milliers d'hommes. Pour les travailleurs issus de l'Empire colonial français, un service d'organisation des travailleurs coloniaux est ainsi mis sur pied. Tout en se préoccupant du moral de ces migrants, le service exerce aussi un véritable contrôle sur eux. En effet, si ces travailleurs venus de tous les horizons, parfois des points les plus reculés de la planète, souffrent des dures conditions de la guerre, ils découvrent aussi la France, ses paysages, ses villes et surtout ses habitants avec leurs mœurs, leur mode de vie, leurs dispositions sociales, leurs pratiques politiques. Dans les usines où les femmes ont rapidement remplacé les hommes mobilisés, d'étonnants liens se nouent, des enfants naissent, déclenchant parfois l'hostilité. Les Français sont à la fois fascinés par ces êtres étranges et exotiques, en même temps qu'ils éprouvent une certaine crainte, tout imprégnée des clichés du temps. On les accuse par exemple de voler le travail des maris, des pères ou des frères cloués au front. Le plus souvent, émus par le sort de ces déracinés, des voisins, des collègues d'usine, des associations caritatives, des marraines de guerre leur viennent en aide. Regroupés dans d'immenses camps ou logés près des sites industriels, cette collectivité humaine intrigue avec ses rites et ses coutumes. Vie quotidienne, fêtes et distractions offrent un sujet de choix aux opérateurs de la toute nouvelle section cinématographique des armées. Non seulement leur prise de vue participe et témoigne de la mobilisation de tous les peuples du monde, mais elle contribue aussi fortement à divertir des spectateurs civils et militaires dont pas un n'est épargné par les drames de la guerre. Certes, les sourires un peu convenus de ces figurants d'occasion ne doivent pas faire oublier leurs très dures conditions d'emploi, mais, et le contrôle systématique de leur correspondance le prouve, ils sont eux aussi fascinés par la France et la liberté dont on y jouit. Pour beaucoup d'entre eux, sujets d'empires coloniaux ou citoyens de seconde zone de régimes peu démocratiques, la rencontre avec le modèle français est déterminante, de même que la confrontation de leurs expériences respectives. Plus tard, revenus dans leur patrie d'origine, beaucoup s'en souviendront et tenteront de faire évoluer leur société ou les structures politiques dans lesquelles elles sont enfermées. En attendant, les besoins en combattants et en main-d'œuvre se font plus pressants. Et volontariat, tirage au sort ou enrôlement forcé finissent par tarir les sources traditionnelles de recrutement et mettent en danger les économies locales. Durant l'année 1916, en Afrique, au Maghreb, des révoltes de plus en plus nombreuses éclatent que les Allemands et surtout les Turcs exploitent au nom de la solidarité musulmane. Pour contrer cette propagande, la France invite une mission composée de hauts dignitaires du Maghreb à visiter Paris et organise avec eux des pèlerinages à la Mecque pour les sujets musulmans. De leur côté,
les Britanniques soutiennent activement le soulèvement des tribus bédouines d'Arabie. Leurs colonnes, dirigées par l'émir Faisal que conseille le colonel Lawrence, se livrent à des raids spectaculaires sur les lignes ottomanes à travers toute la péninsule arabe et le Proche-Orient. Sur le front russe, dans les Carpates et le Caucase, les armées du tsar ont repris l'offensive et remporté quelques succès qui obligent les Allemands à transférer des troupes à l'Est, soulageant ainsi les Alliés en France, particulièrement devant Verdun. Cependant, l'immense empire russe commence à vaciller et doit lui aussi recruter des hommes de plus en plus loin, au cœur des steppes. En août 1916, profitant d'une situation qu'elle estime favorable, la Roumanie déclare la guerre aux empires centraux et dans un premier temps parvient à bousculer les Autrichiens. Avec le soutien des Bulgares, ceux-ci ne tardent pas à contre-attaquer. Malgré une résistance acharnée, l'armée roumaine doit retraiter, tandis que les troupes françaises stationnées à Salonique tardent à les secourir. Son action permet cependant de fixer de nombreuses divisions qui manquent aux Allemands sur les autres fronts. Désormais, il n'est pas une nation au monde qui ne soit plus ou moins directement impliquée dans le conflit. En 1917, le Portugal, qui s'est formellement joint aux Alliés l'année précédente, envoie 2 divisions qui débarquent musique en tête. La France est devenue une immense usine de guerre, un immense camp militaire, tout entier tourné vers les premières lignes pour la préparation des offensives décisives que le commandement veut y lancer. Rapidement aussi, le pays est devenu un gigantesque hôpital, où des millions de blessés et d'invalides sont soignés. Pour accueillir matériel et surtout renforts venus des 4 coins de la planète, des cantonnements de fortune ont été édifiés dans tout l'Hexagone. Dans le sud-est, autour de Fréjus et de Saint-Raphaël, stationnent les tirailleurs africains, malgaches et indochinois. D'autres anamites sont répartis entre le sud-est et la région d'Angoulême. Trop sensibles aux rigueurs du climat, toutes ces unités dites indigènes sont retirées du front l'hiver et regroupées sous des cieux plus cléments pour une période de 6 mois qu'on nomme l'hivernage. Entre campements de toile et baraquements en bois qu'ils construisent eux-mêmes, les sujets coloniaux tentent de retrouver l'air du sol natal et de lutter contre le mal du pays. En Champagne, 2 brigades russes participent aux assauts, mais de plus en plus travaillées par les idées révolutionnaires qui se propagent dans leur patrie, beaucoup de soldats rechignent à continuer le combat. Au printemps 1917, la situation est d'autant plus grave qu'après l'échec des offensives sur le chemin des Dames et autour d'Ypres, des mutineries ont éclaté dans certains régiments français. Solidement encadrées, les forces de l'empire colonial demeurent cependant fidèles.
Elles partagent ensemble, avec les poilus, la boue des tranchées, les humbles joies, les souffrances, les angoisses des soldats au cœur d'une véritable fraternité d'armes. De leur côté, les services de propagande mettent largement en scène les mœurs jugées distrayantes des tirailleurs et les cérémonies où leur sont accordées quelques rares récompenses. Sur les océans, les sous-marins allemands mènent une guerre de course à outrance et torpillent tous les bâtiments qui ravitaillent les Alliés. En 1915 déjà, ils ont envoyé par le fond le paquebot Lusitania, avec à son bord 128 citoyens américains. L'année suivante, ce sont encore plusieurs dizaines de passagers américains qui périssent alors qu'ils traversent l'Atlantique sur divers navires civils, souvent battant pavillon neutre. Aux États-Unis, où l'opinion publique et les leaders étaient plutôt isolationnistes, des voix s'élèvent de plus en plus nombreuses pour exiger l'entrée en guerre de la puissante Amérique aux côtés des Franco-Britanniques. C'est chose faite en mai 1917, et au mois de juin, les premiers contingents de l'US Army abordent les côtes françaises. La décision des États-Unis entraîne dans le camp allié le Brésil, Cuba, la Bolivie, plusieurs autres États d'Amérique du Sud et même le Siam, ancien nom de la Thaïlande, qui n'hésite pas à envoyer des soldats en Europe. Ces renforts sont bienvenus car la situation des Alliés est précaire et les mauvaises nouvelles s'accumulent. En octobre 1917, les troupes italiennes essuient une cuisante défaite à Caporetto, qui oblige la France à y envoyer de toute urgence des troupes. En novembre, Poincaré appelle Clémenceau à la présidence du Conseil. Celui-ci entend mobiliser toutes les énergies et cherche désespérément des hommes pour alimenter la bataille. Son objectif est de tenir sur les différents fronts, de tenir jusqu'à l'arrivée massive des Samis, les soldats américains. D'autant qu'en octobre, un événement capital s'est produit. À Saint-Pétersbourg, après avoir chassé du trône le tsar Nicolas II 9 mois plus tôt, la révolution orchestrée par les bolcheviks se propage à travers l'Empire russe. En novembre, Lénine prend le pouvoir et laisse entendre qu'il veut rapidement mettre un terme au conflit contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. L'armée russe se bat de moins en moins et permet aux Allemands d'envisager le transfert à l'ouest de centaines de milliers de soldats. La révolution russe a des répercussions multiples. Elle permet aux Autrichiens et aux Bulgares d'écraser les Roumains, qui subissent là de terribles pertes civiles et militaires, et de contrôler les pétroles de Roumanie. En libérant des centaines de milliers de prisonniers enrôlés de force dans les armées allemandes et austro-hongroises, la révolution permet aussi aux Polonais, aux Tchèques et aux Slovaques de former des unités autonomes. Avec ces troupes, ils sont bien décidés à gagner leur place sur la scène internationale et à imposer l'indépendance de leur nation le moment venu. Des légions tchèques, slovaques, polonaises se constituent ainsi peu à peu sur les divers fronts équipés par les Alliés. Le 3 mars 1918, les craintes des Alliés se concrétisent. En effet, en signant un traité de paix à Brest-Litovsk, les Soviétiques cèdent de nombreuses provinces aux Allemands,
mais surtout leur laisse la liberté de manœuvre sur le front français. Dès la fin du mois, leurs armées passent à l'attaque en Picardie, dans les Flandres, en Champagne. En juin, elles sont aux portes de Paris, qu'elles menacent à nouveau. Pendant tout l'été, des combats acharnés permettent lentement de les repousser. Opérations meurtrières, auxquelles participent en nombre de plus en plus élevé les formations que l'Amérique achemine sans répit. Aux États-Unis, plus de 4 millions d'hommes ont été mobilisés et près de 2 millions embarqués vers le vieux continent. Parmi eux, les premiers à se battre sont les fantassins du 369e régiment d'infanterie. Ils ont la particularité d'être tous issus de la communauté afro-américaine et seuls quelques-uns de leurs officiers sont blancs. L'histoire de ces volontaires mérite qu'on s'y arrête. En effet, dès l'entrée en guerre des États-Unis, les Noirs ont demandé à y participer pour tenter de gagner quelque égalité des droits civiques. Ils veulent ainsi prouver qu'en versant leur sang, ils deviendront des citoyens à part entière. Mais dans l'armée américaine, comme dans la société américaine, règne toujours la ségrégation et l'état-major refuse qu'ils combattent en première ligne. Aussi, en a-t-il affecté des centaines de milliers aux tâches industrielles, aux travaux des docks et de ravitaillement. Les Français, qui eux n'ont pas hésité à faire lutter à leur côté les troupes du continent africain, en usant d'ailleurs du slogan « En versant le même sang, vous gagnerez les mêmes droits », ces Français qui ont toujours des besoins criants en hommes acceptent bien volontiers de les instruire, de les équiper et de les intégrer dans leur rang. Ainsi, le 369e régiment d'infanterie de l'armée des États-Unis reste en ligne sans interruption pendant plus de 191 jours, éprouvant 60% de pertes. Pour leur fait d'armes, ces combattants reçoivent les premières croix de guerre françaises décernées à l'US Army. L'arrivée en masse des Américains fait également découvrir une certaine Amérique et ses multiples facettes aux Français. Ainsi, le musicien de jazz James Reese Europe, qui s'est engagé avec tout son orchestre et joue sur des rythmes totalement inconnus, devant un parterre stupéfait de généraux, d'infirmières et de poilus convalescents. Ce jour-là, le jazz fait une entrée fracassante sur la scène de la vieille Europe. Les Français ne sont pas au bout de leur surprise. L'armée de l'oncle Sam est jeune, mais elle témoigne de toute la modernité de l'Amérique, libre de leurs mouvements dans des tenues simplifiées et confortables, dotée d'équipements allégés, d'armes et de chapeaux de cowboys. Les Samis apportent un air de Far West aux colonnes qui montent en ligne. D'autant que près de 13 000 Indiens Sioux, Comanches, Choctaws, Cherokees ou Sénéca servent dans la cavalerie et l'infanterie. Leur sens du terrain, leur capacité à transmettre des messages que l'ennemi ne peut déchiffrer, en font de précieux soldats. Si les premiers combats montrent l'inexpérience du corps expéditionnaire,
Très vite, il donne la mesure de ses capacités à s'adapter à la guerre, soutenue par la toute-puissance de l'industrie américaine. Au milieu de cette année 1918, le champ de bataille de France est devenu une gigantesque tour de Babel, où se côtoient, combattent et versent leur sang ensemble des dizaines de nationalités et de groupes de population. La France et la Grande-Bretagne en premier lieu, leurs empires d'Afrique, d'Asie, des Indes, du Pacifique, des Antilles, mais aussi les forces du continent américain, nord et sud, celles d'Europe de l'Est, des Balkans, d'Italie, du Portugal, de Belgique. Plusieurs fois anéanti au cours de la guerre, le régiment de marche de la Légion étrangère, avec à sa tête le fameux colonel Rollet, voit son drapeau devenir l'emblème le plus décoré de l'armée française, avec celui du régiment d'infanterie coloniale du Maroc. Sur le front d'Orient, vivent et combattent le même camailleux de nationalités. Ensemble, elles entament une série d'offensives, toujours très dures, qui contraignent Allemands, Austro-Hongrois et Bulgares à reculer. À travers l'infini territoire russe, la guerre civile fait rage. Et là encore, des contingents alliés s'efforcent de soutenir les armées russes blanches qui espèrent toujours renverser le pouvoir soviétique. À l'automne 1918, les empires centraux et la Turquie sont au bord de l'effondrement. Des troubles intérieurs contestent leur régime politique et finissent par contraindre la plupart de leurs souverains à abdiquer. Dès septembre, les Bulgares négocient un premier armistice. Fin octobre, les Italiens remportent la victoire sur le Piave, obligeant également leurs adversaires à demander l'armistice. Le 31 octobre, c'est au tour des Turcs, le 3 novembre, des Austro-Hongrois. Le 9, l'empereur d'Allemagne Guillaume II abdique. Le 11 novembre 1918, le gouvernement de la Nouvelle République allemande signe l'armistice à Rotonde. Entre-temps, l'émir Faisal est entré dans Damas, toujours entouré de ses mentors britanniques et français. Il rêve de voir la ville devenir la capitale d'un grand État arabe, fondé sur l'unité retrouvée autour de la révolte arabe et entretenu par les projets ambitieux de Laurence, le plus tard célèbre Laurence d'Arabie. Mais Faisal déchante rapidement, confronté aux visées territoriales franco-britanniques sur le Moyen-Orient qui laissent peu de place à toute idée d'autonomie. Protectorats et découpages artificiels sèment les germes d'interminables conflits à venir. Les cérémonies de la victoire, organisées à Paris à l'occasion du 14 juillet 1919, sont grandioses. Pour la première fois de l'histoire, des milliers de soldats recrutés dans le monde entier défilent derrière les centaines d'emblèmes de leurs nations respectives. La liesse populaire, la frénésie à danser dans les balles qui se sont spontanément montées au grand carrefour de la capitale sont en proportion des souffrances endurées depuis 4 ans. Avec 9 millions de morts
et 6 millions d'invalides. Le bilan de la Grande Guerre est l'un des plus terrifiants qu'ait connu l'humanité. La plupart des pays européens concernés comptent des pertes qui s'établissent entre 5 et 10% de leur population active. Les économies sont ruinées, des régions entières rayées de la carte, des millions de personnes déplacées. Des révolutions, des guerres civiles s'y propagent, sans compter la grippe espagnole qui fauche elle aussi des millions de vies. La France est saignée à blanc, mais la victoire lui assigne désormais la première place en Europe, un rôle qu'elle n'a plus les moyens d'assumer, d'autant que les États-Unis affirment leur leadership et dominent la conférence de la paix. Du 12 au 28 juin 1919 se tient à Paris le plus grand congrès de l'histoire diplomatique. 27 nations, 1000 délégués, 52 commissions tentent d'y jeter les bases de nouvelles relations internationales qui préserveraient la paix dans l'avenir. En réalité, la conférence, dont les vaincus sont exclus, a bien du mal à faire coïncider les intérêts et les arrière-pensées qui guident les participants. Frustration, humiliation, ambition, rivalité et appétit de toute nature conduisent à des compromis tortueux et à des décisions inapplicables, lourdes de conséquences dans le futur. Pour l'Allemagne, l'humiliation est totale. Privée d'armée, amputée d'une partie de son territoire national, de toutes ses colonies, elle doit payer des dommages de guerre colossaux. Un abaissement qui conduira très vite à la formation de mouvements d'extrême droite revanchards, avant-garde du nazisme. La conférence n'a pas davantage apporté de solution à la question des nationalités qui avait engendré la guerre. Terre d'égalité et de fraternité d'armes, lieu d'apprentissage de la liberté pour des millions de combattants et de travailleurs, la France, proclamée gendarme de l'Europe, en accepte les risques, voire les illusions, tant sa victoire l'a hissée pour longtemps au premier rang des nations démocratiques. Un modèle dont Clémenceau peut proclamer devant l'Assemblée « La France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, sera toujours le soldat de l'idéal ».